Je vais passer au français pour annoncer notre dernier orateur de la journée, Jean-Marc Berry. Il est directeur du CAUE de Bas-Rhin à Strasbourg. CAUE, c'est Conseil d'architecture, urbanisme et environnement. C'est une direction, je pense, auprès de départements. Et en tant qu'architecte, il y est responsable. Il va nous parler sur Région Architecture. Donc une initiative c'est le Grand Est, toute la région Grand Est qu'il a, et la relation à l'IBA, et qui a des buts communs, donc des stratégies d'ensemble éventuellement. Merci d'être venu. Et voilà. Tout d'abord, avant de commencer mon propos, je voulais remercier le professeur Stéphanox pour son invitation, et puis je voulais aussi remercier Guy Siffert, président de Région Architecture, pour lui avoir suggéré mon nom et nous avoir mis en relation, connaissant mon intérêt pour la démarche IBA, notamment celle de Bâle. Je ne sais pas si tu te souviens, mais je suis également ludovicien, presque bâlois, puisque dans ma jeunesse, j'y habitais avant de quitter la région pour suivre mes études d'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg. Alors, Saint-Louis, je vais garder mes attaches familiales et n'ai jamais cessé d'observer les évolutions de ce territoire en mutation constante, où, comme ici à Sarrebruck, la question du transfrontalier et des problèmes de voisinage n'ont cessé de marquer les thématiques d'aménagement, de développement urbain, d'environnement et de paysage dans un contexte de forte pression de toute nature. Alors mon propos n'est pas scientifique, mais pour avoir travaillé pendant près de 20 ans, de 84 à 2006, à la région Alsace auprès de Marcel Rudloff, puis d'Adrien Zeller, pour ceux qui les ont connus, mais aussi de Philippe Richert, qui était à ce moment-là président de la commission aménagement du conseil régional, avant sa présidence au conseil général du Bas-Rhin. J'ai été sinon un acteur de la coopération transfrontalière en matière d'aménagement, de par ma formation, du moins un observateur averti. J'ai été aussi une des chevilles ouvrières de la démarche de prospective Alsace 2005, mais je vais arrêter là les titres de noblesse, c'était juste pour vous indiquer un peu mon horizon et ma provenance professionnelle. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est en qualité justement de directeur du CAUE, alors je vais quand même en dire un petit mot. J'étais heureux d'apprendre que la Wallonie, je pense que c'est des structures différentes, mais qui sont à peu près sur le même champ. Donc je suis heureux de ne plus me sentir seul un peu de Flandre, pas Wallonie, excuse-moi. Oula, oui, je commence à... C'est comme si on traitait le Varénois ou un Alsacien de Lorrain, quoi. C'est à peu près la même... Je m'en excuse platement. Alors, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, donc le CAUE, les Allemands disent COE, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, je m'en offusque pas, mais c'est... Bon, on est une structure associative, c'est une association à compétence départementale. On n'est pas un outil du département, mais on a un territoire d'intervention qui est départemental et qui est créé par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Cette loi-là reconnaît l'architecture d'intérêt public, ce qui est quand même assez important. Là, il n'y a peut-être pas d'équivalent dans le reste des pays européens. Et cette structure est présidée en ce moment par un élu, donc c'est toujours un membre du conseil départemental. C'est ce qui nous fait néanmoins que nous sommes attachés à cette structure. Et donc c'est M. Étienne Wolf, qui est le maire de Brumath. Et notre structure a des missions d'intérêt public qui touchent toutes à l'amélioration de la qualité architecturale du cadre de vie, pour le dire rapidement. Alors le CAUE est une structure d'expertise indépendante, je crois que c'est important de le signaler, de le marquer. Il est financé, là aussi on a une indépendance financière aussi, même si elle n'est pas si évidente que ça, mais ça sera un autre propos. Donc il est financé par une taxe sur les permis de construire, dont le taux est voté par le conseil départemental. On a également des ressources liées à la cotisation des adhérents et surtout des conventions passées avec des collectivités locales qui sollicitent notre assistance. Les CAUE exercent des missions d'intérêt public, dont la première est le conseil aux particuliers. Pour toutes les personnes qui envisagent de construire, de réhabiliter, de faire une extension, de réaménager leur jardin, les conseillers du CAUE sont des architectes, des urbanistes ou des paysagistes, interviennent gratuitement sur demande. Les CAUE interviennent aussi,
mais selon des modalités qui leur sont propres à chacun, aux côtés des communes pour les assister dans l'élaboration de leurs projets. C'est un peu là, du coup, ce qui a été présenté pour les bouts, je sais plus, le Baumeister, c'est ça un peu. C'est un peu les conseillers, chez nous c'est un peu la même chose, ce sont des chefs de projet, des chargés de mission, et qui du coup font des études globales d'urbanisme ou d'équipement, des projets de paysage et d'aménagement des espaces publics, de la programmation de nouveaux quartiers, des extensions urbaines. Alors les CAUE sont presque partout présents en France et constituent un réseau national fort de 93 CAUE. Alors vous voyez qu'il y a une spécificité du Grand Est, malheureusement, celle-là on ne la revendique pas, mais on a le sillon ici, Champenois-Ardennais, qui n'est pas pourvu de CAUE. Vous voyez, à part 2 autres départements en France, tout le reste est couvert de CAUE. Et cela représente des effectifs complets de 1300 professionnels pour toute la France. Alors ça paraît peu et peu significatif, mais je peux vous assurer que notre force de frappe est inversement proportionnelle à notre taille. C'est un peu comme l'IBA, hein. On réfléchit à la taille, mais alors que ça peut être un petit point comme un grand, ce qui compte, c'est leur impact. Et notre présence est constante sur les territoires à côté des élus locaux et des intercommunalités depuis maintenant 40 ans. Et ça nous situe comme des observateurs privilégiés des politiques publiques et comme acteurs de l'innovation et de l'expérimentation dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement, donc le AUE de CAUE. Alors si les périmètres d'action des CAUE est départemental, vous l'avez compris, au travers des unions régionales des CAUE, alors c'est la petite carte du fond, nous accompagnons également les politiques régionales. Alors pour le Grand Est, l'union régionale vient d'être créée, c'est tout nouveau. La désignation des membres du CA et de la présidence qui a été confirmée est intervenue la semaine dernière, le 18 février dernier, c'est donc tout frais. Et on pourra donc, par ce biais-là, on pourra également accompagner, si le Conseil régional du Grand Est le souhaitait, la mise en œuvre de la spatialisation de ces politiques thématiques relatives au patrimoine architectural et urbain, à l'énergie, à la transition écologique ou encore à l'économie circulaire. Mais ça reste encore à négocier. Alors le travail ne manquera pas, puisque quelques chiffres sur le Grand Est, ça a déjà été un peu évoqué, mais là, une synthèse a été donnée, ce sont des chiffres du schéma régional d'aménagement du Grand Est. Ce qui est le plus caractéristique de cette grande région, ce sont bien sûr ces 760 km de frontières qui questionnent, au-delà de leur ouverture depuis l'instauration de la communauté européenne, la vraie nature des échanges de la coopération transfrontalière. Alors, vu d'Alsace, un petit retour historique sur l'émergence de l'espace du Rhin, du bassin rhénan, je veux dire, comme concept puis comme réalité politique et administrative, peut être éclairant sur les efforts de construction transfrontalière. Alors, je ne sais plus dans quel... non, c'est toujours la même diapo, je ne vais pas changer tout de suite. Donc, elle peut être éclairant sur les efforts de construction transfrontalière déjà fournis dans les territoires de l'espace rhénan, du Rhin supérieur, pour nous aider à réfléchir sur ce qui reste à faire et qui est devant nous. Alors, pour aborder ce projet, j'ai trouvé cet article, enfin on me l'a communiqué, qui est paru dans la presse allemande. Alors l'extrait m'a pas permis moi d'identifier le journal, mais je pense que nos amis allemands vont le reconnaître sans doute facilement à la calligraphie. Faisait état, là on le voit, la photo de Philippe Richtert était encore président du conseil régional, de la difficulté, mon allemand me permet quand même de le traduire, de la difficulté pour la grande région transfrontalière Saar-Lorlux de trouver ses marques. En 20 ans d'existence, c'est les propos qui sont tenus dans l'article, elle n'aurait pas su se constituer une identité transfrontalière réelle. Alors les causes évoquées sont multiples, c'est des choses qui ont été évoquées déjà dans les propos précédents, des différences de structures sociopolitiques, démographiques et d'habitat, l'absence de médias transfrontaliers, la persistance de la barrière linguistique et la non-connexion des structures de la société civile. Selon le professeur Wolfgang Lorig qui était interrogé, entre les revendications, les réalités et les perspectives, le fossé reste grand. Ce constat restant contraste avec la longue histoire apparente de la coopération transfrontalière et de ses formes institutionnelles. Alors incontestablement, si l'on revient un court moment sur l'histoire, les premiers pas de la coopération transfrontalière sont liés aux démarches des universitaires, au premier rang desquels les géographes et les aménageurs. Alors pour la période antérieure que je n'ai pas connue, même si j'ai un long passé professionnel,
Je m'appuierai sur les dires du professeur et géographe Wackermann, qui fit partie des pionniers à l'initiative et acteur universitaire de la construction transfrontalière dans justement ce qu'on appelle le bassin rhénan. Alors il est assez évident que les penseurs de la dynamique des villes et du développement des territoires de part et d'autre du Rhin se retrouvent pour échanger sur les composantes de l'armature urbaine. C'était un peu le cas à cette époque. Ils avaient instinctivement, je pense, conscience que les destinées des grandes villes et agglomérations du Rhin supérieur étaient liées, et ne serait-ce que par l'entrecroisement des tissus économiques. Avec la première rencontre des aménageurs du Rhin supérieur en 72, je crois, à Heidelberg, des responsables d'une quinzaine d'organismes publics d'aménagement allemands, français et suisses allaient donner une première figure spatiale à cette coopération transfrontalière. Alors, c'est pas cette carte-là, on va les voir après, et d'une certaine manière qu'on pourrait appeler technopolitaine. C'est quelque chose qui avait déjà été perçu, c'est un bassin rhénan, au sens économique, c'est un vrai bassin, c'était les villes les plus dynamiques qui sont là présentes. Hein, et qui avait une destinée, je dirais, économique et fortement liée intellectuellement, en tout cas pas dans la vie concrète ou réelle. Il a fallu attendre encore 10 ans, en novembre 82, pour qu'au cours d'un nouveau colloque transfrontalier à l'initiative de la même rencontre, toujours à Heidelberg, une recommandation pousse les 3 États concernés à mettre en œuvre une commission tripartite, moi je l'ai encore connue à la région, compétente sur le Rhin supérieur, à la mesure des enjeux européens du bassin rhénan méridional dans son ensemble. La rencontre d'aménageurs du Rhin supérieur a eu le mérite d'éveiller les consciences tout en continuant à accompagner des institutions qui seront mises en place progressivement. Ce sont moins les difficultés concrètes que les freins et les inerties culturelles et psychologiques du côté français. Vous comprenez bien, la guerre était encore relativement proche dans toutes les mémoires, et les acteurs politiques en gardaient cette trace, et donc se méfiaient, je dirais, encore de tout héritage, de tout contact avec nos anciens ennemis, quoi. C'est quelque chose qui s'est débloqué que relativement récemment, hein. La carte suivante montre bien le retard pris par la coopération transfrontalière entre France et Allemagne dans l'espace du Rhin supérieur, comme sur cette carte-là, alors que toutes les autres régions qu'on voit dessinées ici sont plus ou moins déjà institutionnalisées. Alors, je ne parle pas de leur efficacité, hein, et des actions concrètes, mais on a déjà ces communautés de recherche, de développement et de collaboration qui existent entre régions, transfrontalières ou pas, au-delà, et on voit bien que le Rhin supérieur, pour l'instant, était encore dans les limbes. Ce retard ou cette difficulté à l'allumage, si je puis dire, de la coopération transfrontalière, si elle s'explique donc en grande partie par ses ressentis et la défiance envers nos anciens ennemis, elle s'explique également par le système des acteurs de la planification française. Ça, c'est vraiment une de nos spécificités. La gouvernance et les outils de la planification n'ont pas arrêté de changer depuis 40 ans et ne continuent encore de changer, quoi. Donc tous les 5 ans, tous les 10 ans, on change de documents de planification et de périmètre de gouvernance. Ça explique aussi que cette non-stabilité ne permet pas de développer du coup des rapports ou des voisinages de collaboration transfrontalière. Ainsi, les départements du Bas-Rhin, vous voyez que là, ne serait-ce que sur les documents de planification, même le système lui-même français génère des contrastes que l'on ne peut pas trop s'expliquer, si ce n'est par comment dirais-je, des explications administratives. Vous voyez ici, le Haut-Rhin, c'est la partie qui va de Sélestat, enfin Sélestat fait encore partie du Bas-Rhin, mais jusqu'à Altkirch. Les schémas directeurs sont des documents de planification un peu à caractère prospectif. Alors, le Haut-Rhin est couvert en totalité. Vous voyez le Bas-Rhin avec Strasbourg. Les schémas sont incohérents et partiaux. Et de toute façon, ces documents de planification n'abordaient pas ou très peu la question de la coopération transfrontalière. C'est pour ça qu'il y a sauf peut-être, je dois quand même le dire, sur
Saint-Louis, ce n'est pas véritablement un schéma directeur qui figure ici sur cette carte. C'était déjà à l'époque un schéma de secteur, et ça c'est important à dire, puisque dès 72, la région de Saint-Louis-Mulhouse, avec Bâle, était déjà dans les documents d'urbanisme en tout cas, identifiée comme étant une entité spéciale ou à part, et qu'il fallait donc réfléchir ce document-là un peu différemment. Donc à l'exception du secteur des trois frontières, c'est comme ça qu'on l'appelait, je pense que c'est important à rappeler parce que ça a généré, je pense, les résultats qu'on connaît sur l'IBA Basel. C'est peut-être là que la coopération transfrontalière s'est le plus développée, indépendamment des autres documents. Alors, ce qu'il faut aussi dire, il ne faudrait pas non plus oublier que la coopération transfrontalière était conduite par les services de l'État, et que les groupes de travail et des réunions d'échange mixtes entre élus et administration étaient toujours sous le joug du gouvernement et des services de l'État, et non pas des collectivités locales. La réforme et la décentralisation en France, ça n'a porté ses fruits qu'à partir de 1982. Il a fallu encore quelques années pour qu'elle se mette en place véritablement. Et donc, vous comprenez bien que conduire des réflexions avec des voisins transfrontaliers depuis Paris ou ses représentants en région n'est pas aussi efficace que l'on le souhaiterait. Alors moi j'ai bien effectivement moi-même, pour avoir participé à des réunions d'échange et de travail transfrontalier, j'ai subi ces lourdeurs comportementales, si je puis dire, dans la tentative d'élaborer une démarche co-construite de planification stratégique. À l'époque, je vous avais dit que j'étais une des chevilles ouvrières d'Alsace 2005. Et dans les groupes de travail avec les partenaires allemands et suisses, j'ai essayé de préfigurer une démarche co-construite d'un document stratégique qui serait à ce moment-là, à échéance de 2005, on était en 1990, pour travailler une carte de coopération entre nos partenaires de manière tout à fait, comment dirais-je, co-construite et efficace. Ça nous a été refusé puisque c'est les services de la préfecture qui conduisaient les débats, et on était encore dans cette défiance et des Allemands, peut-être un peu moins des Suisses, mais les Allemands, on disait qu'ils récupéraient les données de la cartographie française pour après en tirer des avantages, ce qui était complètement absurde, mais bon, c'était néanmoins, je peux vous assurer que c'était l'idéologie, ou du moins la représentation qu'en avaient nos services en France. Alors, néanmoins, je dirais que l'assouplissement de la coopération transfrontalière est aujourd'hui consacré dans les périmètres stabilisés de la coopération transfrontalière du territoire de la conférence du Rhin supérieur, qui reste le territoire et le niveau politique de référence. Alors, ce territoire de référence peut être représenté comme ici de manière neutre, je dirais un peu identitaire, comme par un plan de l'IGN. L'IGN, c'est l'Institut géographique national qui nous fait ça s'en est une, c'est une manière, ou alors de manière plus descriptive et comparative entre, d'une part, les documents de planification du côté français et ceux du Regional Plan et du Cantonal Richtplan suisse, oui, ou de manière plus dynamique, avec les différents périmètres des structures de coopération. C'est quand même ça qu'il faut avoir en tête. Alors c'est un enchevêtrement, mais voilà l'ensemble des périmètres de coopération, depuis en haut avec Pamina, en passant par l'Eurodistrict Régio, celui de l'Eurodistrict Trinational de Bâle. Je ne vais pas les développer ici, ou de manière stratégique, et alors forcément partial, je ne dis pas partial et pas partiel, ce qui relève de la subjectivité des auteurs et de leur dessin, mais EIN, de leur objectif, de leur but, avec des interprétations des relations en réseau, comme cette carte-là, qui a été élaborée par l'ADU, c'est l'Agence de développement et d'urbanisme de l'agglomération de Strasbourg, qui est un peu le bras armé de l'Eurométropole de Strasbourg, l'EMS, pour qui ce territoire de la coopération est schématisé à 3 échelles de coopération, où forcément Strasbourg est la pièce maîtresse, ça se voit très clairement, passant par exemple allègrement par-dessus Pamina. Pamina n'existe pas, vous voyez, je vous ai montré les cartes de la coopération, qui sont des cartes de la coopération que je vous ai montrées tout à l'heure,
celle-là, ça c'est de l'existant. Après, avec des programmes, des rencontres, des échanges, on ne juge pas ici de l'efficience, ça ferait l'objet d'un autre propos, mais vous voyez que ce schéma-là, et Sarrebruck, et là je tenais à vous le montrer, c'est l'identité d'une région, hein, comme celle qu'on porte aujourd'hui à Liba, grande région, vous voyez que là, elle n'existe pas du tout. Même si Sarrebruck a le même poids en dessin que Mannheim ou Karlsruhe ou le Luxembourg ou Strasbourg. Néanmoins, il n'est rattaché à rien. Donc, d'où, je pense, Stéphane, que l'urgence de Liba, de la grande région de Sarrebruck, si je veux le ramener au point central, est évident, quoi. Ne serait-ce que pour ça, il faut qu'on poursuive et qu'on actionne Liba. Alors, d'autres cartes, cependant, comme ici la carte de l'ambition stratégique de la région Grand Est pour améliorer l'organisation de la mobilité transfrontalière, sont beaucoup plus sérieux, car ils sont, eux, porteurs de projets d'infrastructures à venir, projets qui vont façonner et faciliter les relations d'échange et de coopération entre territoires transfrontaliers, au proche et au lointain, enfin proche, j'entends sur la partie nord, ou au lointain sur la partie plus rémoise ou champenois-ardennaise. Et bonne nouvelle pour Sarrebruck, ici, contrairement à la carte précédente, qui est concernée ici par la pérennisation de la ligne ferroviaire de desserte fine du territoire à vocation transfrontalière, et à plus long terme, après étude d'une ligne cadencée, Sarrebruck, Haguenau, Rastatt, Karlsruhe, elles ne passeront même pas par Strasbourg. Hein. Cela va toujours mieux quand les conseilleurs sont aussi les payeurs, ou pour le dire positivement, quand le principe de subsidiarité s'applique également à l'échelle des relations transfrontalières et que l'État transfère ses compétences dans le domaine à la région, voire la future collectivité européenne d'Alsace. Alors, je ne sais pas si je vais la développer, mais c'est la fusion des deux départements qui vont s'appeler Alsace et qui vont, dans leurs compétences, il est question de leur dévoluer une partie de la compétence de la coopération transfrontalière. Donc ça, c'est quelque chose qui risque d'ailleurs de créer quelques tensions entre la région et cette nouvelle entité, mais moi je le prendrais plutôt positivement. Plus on est nombreux à travailler sur la question, mieux parfois ça se fait. Même si on cherche parfois à clarifier, je dis quand on est quand même plus fort à deux que tout seul, quoi. Alors, cette collectivité doit voir le jour au 1er janvier de 2021. Donc, ça fait aussi, Stéphane, je te dis, un partenaire potentiel. C'est pour ça que j'en parle aussi. Et n'en déplaise à la région, peut-être que ça pourra stimuler, je dirais, un peu les instances gouvernementales du côté français vis-à-vis de votre projet. Et je pense que les CAUE seront aussi concernés, puisque les deux CAUE, Haut-Rhin et Bas-Rhin, vont devoir fusionner, ce qui fait que là aussi, peut-être que notre structure, mon CAUE ou le nouveau CAUE, aura peut-être aussi plus de force pour intervenir, y compris dans des territoires qui ne sont pas de son ressort. Alors, j'ai trop longuement parlé déjà de la coopération franco-allemande transfrontalière rhénane, mais vu du Grand Est, il ne faudrait pas oublier les autres périmètres de coopération. Alors, carte un peu incomplète, mais je voudrais en venir au vif de mon sujet avec l'opportunité que représente l'IBA pour les territoires frontaliers et les relations transfrontalières. Alors, sans conteste, j'ai covoituré avec le professeur Dominique Nanninger, là, qui est présent dans nous, il ne dira pas le contraire. Hein. L'IBA Basel 2020 a énormément apporté dans la dynamique des relations transfrontalières entre la Suisse et la France, notamment le sud Alsace précisément, et l'Allemagne. Dans un premier temps, je ne vous cacherai pas que cela nous a beaucoup surpris, nous enseignants à l'ENSAS, parce que j'ai aussi fait quelques vacations à l'école, et aménageurs urbanistes ou architectes en Alsace, nous avions une bonne connaissance des démarches d'IBA Basel, des IBA allemandes qui ont été très souvent citées et montrées, de voir fleurir une telle initiative dans une région que l'on peut qualifier de tout, sauf de dépressive ou en régression économique. Alors bien au contraire, c'est sans doute parce que le développement économique et urbain devenait des plus contraintes que Bâle, qui était engoncé dans son corset frontalier, que Bâle a souhaité collaborer au-delà des frontières avec ses territoires voisins français et allemands. Juste en tant que ludovicien, je dois aussi préciser, par exemple, on a parlé de la chimie, de l'industrie pharmaceutique et chimique à Bâle.
Où est-ce qu'elle est implantée? Elle est implantée à Marant, enfin la frontière avec la France. Parce que c'est comme les Strasbourgeois, quand on a implanté nos industries lourdes, on est allé les mettre du côté de Kehl, enfin sur la frontière. Alors l'effet frontière a aussi, si vous voulez, je prends un petit aparté, des effets intéressants pervers, puisque à l'origine c'était pour s'en débarrasser, on les met le plus éloigné des grands centres urbains, et puis avec le développement urbain, ils sont rattrapés et deviennent source, enfin presque d'intérêt, puisque la partie française se voit un peu libre encore de foncier et en disponibilité de foncier, se voit aujourd'hui le territoire de développement de cette industrie bâloise dont éventuellement les Français et les Allemands aussi vont pouvoir bénéficier. C'est des choses qui ont été discutées il y a déjà 30 ans et qui voient aujourd'hui un début de concrétisation et qui fait que la dynamique des territoires transfrontaliers s'en trouve changée, quoi. Au début, c'était des mesures répulsives. Aujourd'hui, c'est des mesures, je dirais, dynamiques. Alors, il fut un temps où les Français se seraient ravisés sur les intentions bâloises et offusqués de leur élargissement de perspective, de leur ouverture d'esprit dans la collaboration transfrontalière et forcément suspectés d'hégémonisme. La question n'est pas de revenir sur les causes réelles et les intentions cachées, mais sur la forme et les modalités de cette collaboration transfrontalière qui a été dès l'origine portée par les instances politiques qui ont compris qu'ensemble on pouvait aller plus loin qu'en restant isolés, mais aussi qu'en procédant de la sorte, en renforçant la coopération, ce territoire pouvait se forger une identité commune. Identité vis-à-vis de l'extérieur, ça a été dit là aussi ce matin, mais surtout aussi vis-à-vis des gouvernements nationaux pour lesquels, ne l'oublions pas, le dryland peut sembler loin et confiné à la périphérie. Alors ce serait trop long à développer ici, mais la démarche de coopération politique et administrative qui a généré l'IBA Basel est à l'origine, par exemple, de la réalisation de l'extension du tram de Saint-Louis et sans doute aussi de la liaison ferroviaire de l'aéroport d'Ensheim, aujourd'hui programmée, vous l'avez vu dans le programme d'investissement de la région Grand Est, il est inscrit. Pardon ? J'ai dit Ensheim, de Mulhouse, oui, pardon. Oui, oui. Merci d'avoir me repris, oui, c'est l'Euro-Airport de Bâle-Mulhouse. Et aujourd'hui, programmé, même si les vues concrètes suisses et françaises pour l'extension du tram ont longtemps été divergentes. Alors, Tristan Sibert, je ne sais pas s'il est là, il peut faire un petit coucou pour qu'on te voit. Là, est un jeune archi qui travaille actuellement au CUE sur la réalisation d'un guide d'architecture moderne et contemporain du Grand Strasbourg. Par ailleurs, doctorant à l'ENSAS et travaille sur la préfiguration d'une IBA transfrontalière strasbourgeoise avec l'Allemagne. Et il a étudié par le menu celle de Bâle et pourrait mieux, ou Dominique aussi, que j'ai déjà cité, en donner le détail, plus dans le détail sur tous les plans, bien qu'on ait quelqu'un de l'IBA Basel, présent là aussi, qui est intervenu. Mais je pense qu'il y a beaucoup à dire sur cette démarche dans le cadre du dryland. Alors, pour le reste, l'esprit des IBA historiques est maintenu. C'est au travers de la définition et de la réalisation de projets retenus, sélectionnés et suscités, suite à des appels à manifestation d'intérêt dans le domaine de l'urbanisme, de la culture et de l'environnement, que les acteurs politiques et administratifs de la collaboration transfrontalière, sans oublier les partenaires de la société civile, que cette communauté de destin, pour reprendre un terme de Charles Blüthner, qu'on voit sur la photo ici, il était alors président du Conseil général du Haut-Rhin, c'est que cette communauté de destin est rendue visible et que les habitants de la région peuvent saisir cet enjeu du mieux vivre ensemble. On a insisté tout à l'heure sur l'importance d'embarquer, je dirais, la société civile dans les démarches IBA, parce que sinon, il n'y a pas d'acceptance. Je crois que c'était un terme aussi que Stéphane a utilisé dans son propos d'introduction. Il faut que les projets concernent la vie de tous les jours des habitants de cette région, sinon ça ne peut pas marcher. Alors par contagion, il n'y a pas que le coronavirus qui se propage. L'IBA Basel a aussi généré, je dirais, des appétences très clairement. Pour avoir été observateur régional, je peux vous dire que c'est l'IBA Basel qui a généré un certain nombre
d'appétence pour des démarches similaires, et que des préfigurations d'IBA comme celle qui est citée ici, alors en haut on a l'ancienne préfiguration de l'IBA, hein, Stéphane, qui était celle que tu portais il y a 10 ans. Alors, donc on voit que les choses mettent parfois du temps. Strasbourg est en train d'y réfléchir, mais va sans doute mettre autant de temps pour la préfigurer, sauf que l'IBA de Strasbourg et l'IBA d'Alzette sont aujourd'hui inscrits dans un programme, je dirais, de programme français des écocités. Alors c'est, comme les Français savent les inventer, des labels nationaux, et c'est porté par le PUCA, qui est le plan urbanisme et de la construction et de l'architecture. Alors ça veut dire que quand les gouvernements ou leurs services s'occupent de ce type de démarche, vous pouvez être sûr que ça ne marche pas. Donc je ne sais pas si c'est une bonne chose pour Strasbourg et pour Alzette aussi, parce qu'elle est citée quand même dans ce rapport, que ça y figure. Je crois beaucoup plus à des initiatives comme celle dans laquelle je participe aujourd'hui. Je pense qu'il faut que ça vienne du local, quitte à ce qu'après on vienne chercher l'argent et qu'on aille solliciter nos gouvernements, mais c'est parce on est actif localement que l'on peut après rayonner au national et à l'international. Alors pour Saarbrück et l'IBA grosse région, c'est plutôt une chance, hein, je dirais, de ne pas y être dans ce schéma français national. Cela lui laisse la maîtrise complète sur les choix méthodologiques et la conduite des opérations, parce que vous savez qu'un Parisien, quand il arrive chez nous, il vous dit comment faire, quoi. Il ne connaît pas la région, mais ça n'empêche pas de donner des leçons. Alors, je vous avais montré d'autres cartes déjà où Saarbrück semblait délaissé à l'écart des grands réseaux. Peut-être que cette position est à l'origine de la proposition du NIBA pour la repositionner dans les grandes structures. Toujours est-il que je voulais vous convaincre de l'apport d'au moins 2 structures prêtes à s'engager à vos côtés dans l'aventure de l'IBA Grande Région. D'une part, même si cela sera sans doute difficile en raison de sa jeunesse, c'est l'Union régionale des CAUE qui, comme je vous l'ai dit, vient d'être créée. Vous pouvez compter donc, Stéphane, sur, vous et je dis Stéphane, sur les CAUE et l'Union régionale des CAUE. Alors je suis désolé, il y a eu des invitations auprès de mes collègues du Grand Est, parce qu'il y en a certains qui sont plus proches de toi que moi, mais c'est un début, on verra quand quelque chose se passe. Je vous ai dit que les CAUE étaient toujours en observation et à l'écoute. Cette réunion-là va quand même faire beaucoup et on va l'entendre, donc je pense que ça va intéresser mes collègues des autres CAUE et dans le cadre de cette union régionale, on va sans doute aussi trouver des voies, des moyens de participer à vos côtés. L'autre, c'est quand même, je rendrai hommage un peu à Guy, c'est la fameuse région architecture. Alors, je ne l'ai pas présenté au début, c'est le moment de le faire. Région architecture, c'est quoi? C'est une initiative qui est née il y a 5-6 ans maintenant. C'est pour le dire rapidement, pour que tout le monde se fait une idée plus précise, c'est un cluster. Région architecture, alors c'est quoi le cluster? Ça regroupe à la fois des individus, vous voyez, qui portent tous ici l'emblème région architecture. C'est les écoles d'architecture. La région Grand Est a 3 écoles d'architecture, ce qui est plutôt une spécificité, une chance pour nous, pour ce territoire. Ce sont les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, mais ce sont aussi des maisons de l'architecture, donc ce sont des structures qui portent la culture architecturale et urbanistique et environnementale. Il y a l'ordre des architectes, et puis ce sont quelques pôles de compétitivité qui sont liés à l'architecture, comme l'industrie et l'agro-ressources, la fibre énergie vie, qui est portée par la région. Alors, la région architecture, en quelques chiffres, c'est 1826 architectes. Alors, je suis assez heureux que M. Svinen, tout à l'heure, avec sa carte des petits points, mon propos, c'est de dire que on a ici, c'est une région relativement dense en architectes, 1826 qui sont inscrits, 755 entreprises, donc sociétés d'architectes, donc il y a un peu plus de structure et de pouvoir. Et pour moi, c'est vraiment des acteurs qui peuvent accompagner la démarche d'IMA Grande Région.
et peut-être dessiner ce que M. Svinen avait montré tout à l'heure, un ensemble de projets de petite dimension, voire de plus grande, qui vont générer une culture architecturale sur ce terrain, sur ce territoire. Et c'est un peu le sens de mon propos pour dire que les régions architecture, alors c'est aussi, le Grand Est, c'est aussi 760 km de frontières. Alors on va pas, cet échange ne va pas faire le long de ces 760 km, elle se fera sur le territoire. Et puis il y a lieu donc pour l'IBA Grande Région de trouver son périmètre d'intervention. Ça a été tout le sens du débat de ce matin jusqu'aux propos précédents. Et je voulais simplement terminer mon propos ici donc en vous disant que Région Architecture et l'Union régionale des CAUE et d'autres partenaires que je n'ai pas pu citer sont attentifs aujourd'hui à ce qui se passe ici et sur un territoire qui se cherche à la fois dans son périmètre relativement ambitieux, mais aussi dans ses contenus et dans ses formes. Et simplement, avant de vous remercier pour votre attention, il y a également, Stéphane, tu demandais dans un des papiers là de trouver des phrases ou des... Je ne sais plus comment tu appelais ça dans le KISS truc. Et donc, il y en a une que je voudrais te proposer, c'est d'avant de cultiver, il faut arroser. Et je pense qu'on est dans cette phase-là, histoire de faire en sorte que nos projets poussent et que nous jardinions effectivement tous ensemble. Et j'en avais une petite dernière aussi, en termes de propositions, c'en est une qui m'est venue, on entendait, qu'il n'y a rien qui se perd, tout s'enrichit. Et ça veut dire que, tout simplement pour dire qu'il faut qu'on travaille tous ensemble, parce que même les petites idées, je crois que ça a été dit tout à l'heure par vous-même, il y a des choses qui reviennent, mais qui ne reviennent jamais en l'état, elles s'enrichissent pour peu que on soit dans une démarche collective. Et je voulais témoigner de cet intérêt que portent nos structures pour la démarche d'IBA, Grande Région. Merci pour votre attention. Oui, Jean-Marc, merci bien. Et je m'excuse, on n'a pas fait la traduction de ces phrases. Ça veut dire on a fait la traduction, Fabienne a fait la traduction, mais on n'a pas eu le temps pour les corriger. C'est pour ça que nos amis français, malheureusement, on a juste les phrases en allemand. Und dann darf ich Sie auf Deutsch vielleicht bitten, wir haben ja diese Zustimmungssätze aufgehängt und Sie haben das in Ihrem Klemmbrett. Und es würde uns wirklich sehr freuen, wenn Sie die Zeit und die Lust hätten, ein paar Punkte zu kleben und vielleicht den einen oder anderen Satz. Si tu veux en français, bien sûr, Jean-Marc, c'est bien réservé chez nous. Wenn Sie den einen oder anderen Satz dazu schreiben würden, zum Kontext oder zu dem anderen Kontext oder zu völlig anderen Ideen, wir freuen uns eigentlich über jedes Feedback. Und dann bin ich schon beim Feedback. Wir wollen jetzt endlich mal was essen, eine kleine Kaffeepause machen. Ich denke, das steht uns zu, zum einen, und danach, leider Gottes, ich sage es noch einmal, Nikolaus Fisch hat abgesagt für heute. Es ist ernst, er wäre wirklich sehr, sehr gerne gekommen. Wir kennen uns seit fast 40 Jahren und das war jetzt schon ernst. Wir werden stattdessen einen IBA-Talk machen, das heißt, wir werden so ein bisschen umdekorieren und werden dann alle Vortragenden des heutigen Tages bitten nach vorne. Dann werden wir ein bisschen die Themen besprechen, die wir noch besprechen wollen, und würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie sich daran beteiligen würden. Erstmal, merci bien et bonne consommation. Merci.